Donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes aujourd'hui pour discuter avec nous de philanthropie et de transition alimentaire. Euh, Principalement autour de ces questions, on a eu la chance d'avoir deux personnes qui vont intervenir à mes côtés. Mathilde Douillet, qui est chargée responsable de programme alimentation à la Fondation Daniel Inina Carasso, et Marie-Estelle Raoult, qui est directrice générale de la Fondation Carrefour. Le thème un petit peu de ce débat, table ronde, finalement le terme n'est pas très important, mais c'est plutôt de discuter quelles sont les diversités de démarches, quelles sont les manières de faire, les manières d'agir qui existent aujourd'hui dans le secteur de la philanthropie autour de cette question de la transition alimentaire. Donc l'enjeu, et ce qu'on se propose de discuter aujourd'hui, c'est de comparer un petit peu ces manières de faire dans un secteur philanthropique finalement relativement ancien. La Fondation Carrefour a été créée en 2000, la Fondation Daniel Inina Carasso en 2010. Les questions alimentaires traversent nombre d'actions philanthropiques depuis très longtemps. Pour les personnes qui sont coutumières de nos séances, l'année dernière, nous avions déjà travaillé ou discuté autour des enjeux de l'accès à l'alimentation aux plus démunis, notamment dans le contexte de la crise Covid. Aujourd'hui, c'est une autre dimension en fait de la question alimentaire qu'on aimerait aborder, qui est davantage celle de la production alimentaire, de sa distribution, de sa transformation, bref, de tous ces acteurs et ces actrices qui participent sur les territoires, notamment en France, à la transformation du modèle productif, du modèle de distribution de ces biens et de ces ressources alimentaires. Peut-être pour commencer, je n'ai pas pu m'en empêcher, je voulais quand même faire revenir un petit peu sur ce terme de transition alimentaire qui, en tout cas dans la littérature scientifique, est très associé en fait au concept de transition démographique. Pour les personnes qui se rappellent de ce concept qui a été forgé à l'INED dans les années 70-80, c'est vraiment l'idée d'identifier les facteurs de modification d'un état A à un état B. Dans le cas de la transition démographique, c'était dans une situation en fait de forte mortalité et de forte natalité. Et ensuite, on voyait au cours de l'évolution du temps et du niveau de revenu d'un pays que cette natalité et cette mortalité descendaient. Et on voit en fait que ce concept, il a été peu à peu copié-collé dans divers secteurs scientifiques. On pense notamment à la transition nutritionnelle qui fait un peu ce même processus avec les apports nutritionnels des populations où on parle de situations où les habitants en fait consomment énormément de féculents et très peu de produits carnés et très peu de produits frais. Et on observe, en fonction de l'évolution des revenus, une augmentation de la part des carnés, de la part des produits frais. De la même manière, dans les années 2000, la transition agricole s'est aussi copié-collé en fait sur ce modèle transitionnel, et elle propose deux scénarios que j'ai résumés ci-dessous, celui de la modernisation écologique et celui de la transformation agroécologique. Quand on parle de modernisation écologique, c'est-à-dire que quand il y a une augmentation du revenu dans un pays, le système agroalimentaire s'adapte en continuant de préserver ses objectifs de productivité agricole, à savoir comment nourrir tout le monde, mais commence à accepter et à se soumettre à un certain nombre de contraintes écologiques. Le second modèle, qui est proposé en tout cas par la recherche, c'est celui de la transformation agroécologique, et qui vise non plus à simplement assurer la sécurité alimentaire, mais à mettre en œuvre et à prioriser aussi de nouveaux objectifs qui sont sociaux, écologiques et paysagers. Donc on voit que l'unité de production agricole, à savoir la ferme, elle change de visage, elle change d'objectif aussi au sein de cette transition alimentaire. Je voulais préciser un petit peu ce terme pour spécifier qu'aujourd'hui on va bien parler voilà, de ces différentes structures qui accompagnent la production, les nouvelles formes de production alimentaire. En France, la transition alimentaire, elle a, dans ce champ de la transition alimentaire, il n'est pas si récent que ça. Et alors, je vais le dater, je cite ici deux sources qui me semblent importantes. Il y en a sûrement d'autres et je serais très heureux de les entendre, mais la première, c'est celle d'un soutien d'amorçage par les acteurs de la philanthropie à l'émergence de projets de cette nature. Et donc, je cite par exemple le programme
de nouvelles natures à cultiver ensemble, qui a été menée à la fin des années 90, qui a été en quelque sorte inspiré par les community gardens qui avaient été fondés à New York à la fin des années 80-90. Et la Fondation de France a décidé de financer des voyages pour faire circuler des jardiniers, notamment des personnes qui géraient des jardins ouvriers en région parisienne, vers les États-Unis pour qu'il y ait une circulation de pratiques de cette nature. Les jardins partagés, c'est un exemple typique de ce qu'on peut appeler la transformation agroalimentaire, la transformation agroécologique, à savoir justement qu'un jardin partagé a des objectifs nourriciers, mais pas uniquement. Et parfois même, ce n'est pas du tout son objectif principal. Ça peut rejoindre des objectifs pédagogiques, des objectifs d'insertion professionnelle, des objectifs de création de lien social dans certains quartiers populaires. Donc le jardin partagé, c'est l'un des exemples de toutes ces activités diverses et variées qui illustrent ce qu'on peut appeler les nouveaux acteurs de la transition alimentaire. La seconde source que j'identifie sur ces questions de transitions alimentaires, c'est celle d'une transformation de ce qu'on peut appeler le cadrage des politiques publiques. À savoir que pendant plusieurs années, à partir des années 80, la question alimentaire a été abordée sous l'angle justement de la sécurité alimentaire des plus démunis. Ça a été mis en avant par des structures telles que les Restos du Cœur. Et on peut noter à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, et on le doit notamment à l'impulsion de Serge Expert, nutritionniste à l'université Paris-Sorbonne, il me semble, d'avoir installé et co-créé notamment ce qu'on appelle le plan national nutrition santé. Ça va aussi de pair avec la mise à l'agenda au niveau international des questions d'obésité, donc l'OMS qui déclare pour la première fois que l'obésité est la première épidémie non virale dans le monde. Et donc, ce nouveau cadrage des politiques alimentaires sur les questions nutritionnelles, vous connaissez tous manger moins gras, moins sucré, moins salé, faire du sport, a été recadré une nouvelle fois dans les années 2010 avec ce qu'on peut appeler une sorte de territorialisation des politiques alimentaires. Ce que ça signifie, c'est que, notamment sous l'impulsion du Conseil national de l'alimentation, qui a été créé dans les années 2010, a été demandé principalement aux collectivités territoriales, mais aussi aux mairies, aux établissements publics territoriaux, d'accompagner tous ces différents acteurs qui sont toujours difficiles à catégoriser pour qu'ils puissent non seulement mutualiser des ressources économiques, mais travailler ensemble pour favoriser ce que l'on peut appeler des boucles alimentaires locales, des systèmes alimentaires locaux, à savoir mieux arrimer ensemble les différentes composantes d'un système, la production, la transformation, la distribution, la consommation, le recyclage, pour que toutes ces manières de faire puissent fonctionner ensemble. Ce qui a donné notamment naissance à ce que l'on appelle les projets alimentaires territoriaux, les PAT, en 2014, qui aujourd'hui sont presque 150, il me semble, sur la dernière promotion, qui se développent à différentes échelles infrarégionales et qui nous amène en 2020, en plein cœur de la crise de la Covid-19, à une partie du plan France Relance fléché à hauteur de 1,2 milliard d'euros sur la transition agricole et alimentaire. Donc voilà un petit peu les différentes sources de ce qu'on pourrait appeler l'expérience transition alimentaire en France. Et comme je le disais, les acteurs philanthropiques étaient présents dès le début, dès l'émergence de ce thème. Alors, je vous mets ici donc le RNPAT, le Réseau national des plans alimentaires territoriaux, qui on va dire une tête de réseau qui s'occupe de faire travailler ensemble les différents PAT portés au niveau infrarégional. On fait la liste des différentes fondations philanthropiques qui travaillent sur les questions alimentaires. Ils en identifient 46, j'en ai mis 34, puisque les 12 restantes sont, on va dire, interviennent à la marge sur les questions alimentaires. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'elles interviennent sur différents thèmes. Donc le thème environnemental et des pratiques agricoles. On note aussi l'accessibilité sociale, donc notamment aux plus démunis. Et enfin, les questions de nutrition santé. Donc on retrouve ces trois cadrages de politiques alimentaires successifs au sein des différents thèmes. Et on trouve aussi d'autres thèmes, notamment la question de la gastronomie et du patrimoine, et un thème qu'ils ont appelé systémique et transversal, qui est porté par notamment Carasso et la Fondation de France,
qui vise à intervenir, en fait, c'est une approche multithématique qui approche un petit peu toutes ces facettes de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, ce que je voulais noter aussi ce qui est intéressant dans cette cartographie-là, c'est qu'on se rend compte que les fondations d'entreprises, notamment des fondations du secteur alimentaire et agroalimentaire, sont surreprésentées. C'est le cas, donc on peut retrouver la Fondation Bell, la Fondation Auchan, la Fondation Nestlé, et elles jouent un rôle assez particulier dans cet univers. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire dialoguer entre elles deux personnes qui sont responsables de fondations, à la fois fondation d'entreprise et aussi fondation, et la fondation Carasso qui œuvre sur ces questions depuis ses débuts. Et ce que l'on va essayer ensemble, c'est de discuter un petit peu, de comparer ces modes d'intervention philanthropique dans cette question de la transition alimentaire, en se questionnant sur quels sont les types de projets qui sont soutenus sur les territoires par ces deux fondations. Comment, au sein de la Fondation Danielina Carasso, au sein de la Fondation Carrefour, sont abordées la question de ces acteurs-là? Comment les définit-on? Quelles sont les limites en fait, de la transition alimentaire? Et enfin, quelles sont les modalités d'intervention qui ont été mises en œuvre par vos fondations sur cette question spécifique de la transition alimentaire? Est-ce qu'elles divergent? Est-ce qu'elles sont comparables? Et donc, pour cela, je vais laisser la main à Madame Raoult pour présenter un petit peu sa fondation et répondre à nos premières questions. Merci beaucoup Rémi, merci, bonjour à tous. Merci de nous recevoir pour ce sujet qui nous importe tous aujourd'hui et qui est au cœur de l'actualité plus que jamais. La Fondation Carrefour, pour revenir rapidement dessus, donc comme tu disais, elle a 21 ans, 22 ans bientôt. Elle a toujours eu un lien avec l'alimentation, mais à divers niveaux de sa vie. Elle pouvait être sur l'insertion professionnelle sur les métiers de bouche, elle pouvait être la création des premières épiceries sociales et solidaires. Enfin, elle a eu beaucoup d'activités depuis 21 ans, toujours un lien bien sûr avec l'alimentation. Mais depuis 2018, nous sommes sur la transition alimentaire solidaire. C'est un peu lié aussi à la transformation de notre groupe, de mettre plus au cœur la fondation au sein même de la raison d'être de l'entreprise qui est sur la transition alimentaire pour tous. Et notre mission au sein de la fondation, c'est d'accompagner ces projets autour de 3 programmes qui sont l'agriculture durable et solidaire, donc tout ce qu'on parlait tout à l'heure, d'agroécologie, de conversion au bio, de maraîchage, de production plus durable qui rentrent dans nos programmes. L'anti-gaspillage, bien évidemment, qui a beaucoup évolué même depuis 3 ans. Et puis l'engagement sociétal. Engagement sociétal, toujours en lien avec l'alimentation, mais sur ces notions d'éducation, de nutrition, d'obésité, qui est un des sujets qui émerge de plus en plus, même si on le sait depuis plusieurs années. Mais voilà, des sujets qui sont comme ça, un peu différents, parce que, comme vous le voyez, on intervient sur 9 pays. Donc, bien sûr, ces 3 programmes sur nos 9 pays ne sont pas à mesure équivalente sur cette transition alimentaire. Vous n'avez pas d'anti-gaspi au même niveau au Brésil qu'en France, de l'agriculture durable dans certaines de nos géographies. Donc, nous avons des modèles totalement différents sur nos 9 pays. Ça fait 20 ans, donc on a soutenu à peu près plus de 1100 projets autour de l'alimentation. On est à peu près à une moyenne de 72 projets par an. Et puis, on a quand même une notion, et on y reviendra parce que je pense que c'est un sujet important, c'est-à-dire on a aussi une mission depuis 20 ans d'aide d'urgence alimentaire, c'est-à-dire en cas de catastrophe alimentaire, sociale, environnementale, la Fondation Carrefour est toujours présente dans les premières heures parce que nous sommes une entreprise en capacité d'être réactive logistiquement dans ces urgences. Mais l'aide d'urgence, c'est aussi, et c'était votre sujet il y a un an, sur la précarité alimentaire, mais on y reviendra. Il y a ce sujet d'urgence, de précarité alimentaire, d'aide d'urgence, et puis nos nouveaux moyens de soutenir des projets sur le long terme vers une transition différente. On a un mode de gouvernance de fondation d'entreprise tout à fait classique, un conseil d'administration avec des membres fondateurs,
des membres qualifiés extérieurs, une équipe de 3 à 4 personnes qui sont avec moi. Et de plus en plus, on travaille avec nos différents services, nos différentes BU, RSE, diversité, inclusion, RH, ce qui a mené il y a quelques semaines, en février, notre président a créé une direction de l'engagement. C'est quelque chose qui existe facilement aux États-Unis, peut-être un peu moins en France sur un groupe comme le nôtre. Mais voilà, nous étions dans des BU différentes, voilà, sous la même bannière, ce qui donne pas mal de valeurs, d'implication et de niveau où le sujet a été pris au niveau de la fondation, puisqu'on fait partie de cette direction de l'engagement depuis le premier jour. C'est une manière de plus travailler en équipe, non pas en silo, et c'est un peu aussi sur ce modèle que je reviendrai, c'est important aussi qu'on soit, nous, bien connectés à la réalité terrain d'un groupe comme le nôtre, mais aussi de la réalité terrain de nos associations et des parties prenantes dans les projets. Le rôle de la philanthropie dans la transition alimentaire, de notre point de vue aujourd'hui, c'est d'être un allié complémentaire à toutes les parties prenantes qui s'adressent à des problématiques sociales, environnementales, au travers du soutien du monde associatif. Pour moi, c'est aussi décloisonner le mécénat thématique et mutualiser les connaissances et compétences au service de la société. Il faut qu'on agisse aussi dans une approche durable des enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, de la transition alimentaire. C'est une manière aussi d'être plus inclusif avec les pouvoirs publics. Alors, en tant que fondation, parfois, c'est un peu plus compliqué. On a la chance, nous, quand même, de pouvoir, au travers, justement, de notre groupe, d'être représentant de la Fédération du commerce et de la distribution et de pouvoir participer avec les pouvoirs publics à des commissions comme le Conseil national de l'alimentation, récemment sur la précarité et la transition alimentaire, et sur des COCOLUPA qui ont émergé à l'orée de la crise en 2020. Donc, on participe à ces travaux. On n'a pas forcément une voix, mais en tout cas, on met aussi un œil terrain de comment ça fonctionne au niveau de la distribution, du don alimentaire, de la transition alimentaire, et puis d'avoir la vision un peu plus de nos associations et des échanges avec les institutions publiques. Mon objectif et celui de mon équipe, c'est aussi de co-construire les projets au plus proche des besoins identifiés par les associations. On pourrait être encore un simple financeur. Je crois qu'aujourd'hui, cette notion de simple financeur a beaucoup évolué. On essaye d'être partie prenante, non pas décisionnelle. On n'est jamais, on n'est pas dans des conseils d'administration. On peut être à l'écoute de ces décisions qui sont prises, mais on est aussi là pour co-construire ensemble de nouveaux modèles, des changements, bousculer un petit peu le modèle habituel du mécénat classique que nous faisions avec beaucoup de nos acteurs. C'est le cas des appels à projets qu'on a pu accompagner, des appels à projets que je pense à Emmaüs France avec lesquels on a travaillé depuis le début, c'est-à-dire ils sont venus nous voir, on a un projet d'appel à projet sur le maraîchage bio sur l'ensemble du territoire, on n'a pas de mécène, mais il faut qu'on arrive à construire le projet. On était le seul mécène au départ, on a fait petit, et puis voilà, d'autres mécènes sont venus et le projet a grossi. Et donc, je pense qu'on est allé vers, non pas de l'urgence alimentaire, mais vraiment vers du financement de transition alimentaire et de l'accessibilité. Ça a créé un peu d'emploi, ça a créé des occupations, ça crée de l'autonomie alimentaire dans certains compagnonnages. Voilà, il y a beaucoup de choses, non pas que quantitatives, mais aussi qualitatives qui viennent dans ces changements. On travaille aussi avec nos partenaires associatifs de manière différente. Des projets de transformation, d'accompagnement, de formation, de sensibilisation. On est parti sur des choses que l'on faisait beaucoup moins, c'est-à-dire l'agriculture. Le thème de l'agriculture, c'est comment on redonne de l'envie, de la qualité à ces métiers qui sont aujourd'hui qui perdent de la valeur
Donc, comment on resensibilise autant de populations face à des métiers qui sont en tension. Donc, nous, on est là aussi pour amener des financements sur ces projets-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre rôle d'éducation, de formation, de pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'associations ou d'experts aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire à travers nos financements et nos accompagnements. Donc là-dessus, c'est assez important. On soutient aussi de manière différente. Alors, on parlait de transition alimentaire, je rebondirai. On est parti sur la recherche médicale. Puis, la recherche médicale et Carrefour, vous me direz, ça pourrait être un peu contradictoire peut-être dans les têtes des uns et des autres. On sait qu'il faut une alimentation saine, tout le monde le lit, tout le monde le sait, mais en fait, ils ont besoin énormément aussi de financement pour continuer ces recherches, parce que certains traitements, par exemple, peuvent réduire dans certaines pathologies les bienfaits du corps sur quelque chose. Ce qu'ils ne savent pas, c'est comment l'alimentation réagit là-dessus. C'est-à-dire, si vous mangez ça, est-ce que ça ne va pas détruire autre chose dans le cadre d'un protocole? Donc, en fait, on est parti sur tous ces sujets qui sont au-delà de ce que l'on faisait d'habitude et qui nous emmènent vers des soutiens différents. Ce que l'on fait aussi, par exemple, avec nos associations qui sont les Restos du Cœur ou les banques alimentaires, on était plutôt dans le financement d'urgence, c'est-à-dire ou de logistique. Aujourd'hui, on essaye de les accompagner dans la transformation un peu du modèle, dans l'accompagnement de financement, de fonctionnement, pour mettre en place des circuits courts d'approvisionnement. On sait que aussi cette crise Covid a beaucoup changé cette donne, mais c'est comment eux ils transforment et ça fera transformer le modèle par la suite derrière. C'est-à-dire que ce sont des bons exemples. On était sur l'urgence alimentaire et on passe dans quelque chose de complètement différent et travailler avec des acteurs différents sur les territoires. Et c'est ce qu'on essaye de voir dans le cadre des travaux qui sont menés par les institutions publiques aussi. C'est comment on se sert du territoire pour servir la transition alimentaire. Donc voilà notre manière de fonctionner. On finance des projets, à peu près, une enveloppe pour nous, c'est entre 80 000 et 100 000 euros. Ce qui est quand même souvent correspond plutôt à du fonctionnement. Et puis, on est parti récemment aussi dans des petits appels à projets sur le territoire pour voir comment, dans ces moments-là, nous pouvions, nous, groupe Carrefour, Fondation, voir ce qui existe sur le territoire. Ce n'était pas trop notre modèle, et pourtant on est un groupe de territoire, mais ce n'était pas trop notre modèle. Et sur cette transition alimentaire qui, comme ça, nous semblerait niche, on a réussi par ces petits appels à projets, un peu coup de pouce, de voir émerger des projets, non pas de réseau classique, comme on peut entendre, mais vraiment des nouveaux projets qui ont émergé sur l'ensemble du territoire sur ces notions d'éducation, de sensibilisation, de nutrition, de maraîchage, de prise en main de leur alimentation. Je pensais à nos initiatives étudiantes. Plein de petites choses comme ça que nous n'aurions pas financées à la base, et aujourd'hui qui est pour nous un modèle qui nous permet d'être au plus près des territoires et en même temps de pouvoir soutenir la transformation de la transition alimentaire au niveau des réseaux associatifs. Nous sommes une association, donc on finance que des associations par notre modèle de statut associatif, bien sûr, qui nous pousse aujourd'hui quand même à réfléchir, et on le fait déjà en soutenant des acteurs comme Excense, comme Ticket, comme France Active. On essaye de participer et d'aller vers ce changement systémique. On parlera beaucoup plus Mathilde, bien évidemment, mais je voyais tout à l'heure où vous nous mettiez en termes de fondation, et je disais ça, c'était en 2018. Et aujourd'hui, je pense qu'on a été aussi pris dans ce mouvement de pouvoir non pas être environnement, accessibilité ou ce qu'il y avait dans le bas, mais graphique, nutrition, santé, mais en fait de pouvoir avoir une vision et un modèle qui agit sur ces trois secteurs et non plus d'être dans un seul secteur.
notre conseil d'administration en décembre, on ne change pas on change pas de mission, c'est la transition alimentaire, mais on se donne en fonction de l'actualité ou en fonction de ce qu'on voit arriver, de ce qu'on voit venir, on dit, bon, là, cette année, peut-être qu'on pousse un peu plus là-dessus. C'était le cas, voilà, on sait que l'obésité va venir. Comment on va prendre l'obésité demain dans nos changements de transformation alimentaire? Comment on va travailler là-dessus? Comment on va former les bénévoles? Nous, c'est des financements qu'on peut apporter. Former les bénévoles à pousser le modèle, non pas de l'urgence alimentaire, mais de la transition alimentaire pour une alimentation plus saine. Voilà un petit peu notre manière de fonctionner. Donc voilà, des modèles de financement de projet, 72 à peu près dans l'année, avec des plus petits modèles et des modèles un peu plus conséquents sur lesquels on essaye aujourd'hui de transformer. C'est pas facile tous les jours. L'essaimage, le changement d'échelle, c'est pas facile non plus de dire bah non, nous on va pas trop agir sur la logistique cette année, on va essayer d'aller plus loin avec vous. Il faut accompagner, c'est pour ça que je parlais, on n'est plus pas seulement un financeur aujourd'hui, on accompagne voilà, le changement et on essaye de mettre, comme je dis souvent, on a les moyens et c'est peut-être ce qu'on partage aussi, on a des financements qui peuvent aider, à mettre des pilotes dans les avions. Et s'il y avait un pilote pour cette transformation de la transition alimentaire, un gros pilote, mais avec plein de petits pilotes qui puissent agir, peut-être qu'on serait demain un peu plus fort. Mais voilà aujourd'hui notre modèle à nous pour agir sur ce sujet. Merci. Astrid. Je vais avoir quelques comparaisons qui vont se dessiner, mais je vais laisser déjà la parole à Mathilde qui va nous parler de la Fondation Carasso. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, j'ai beaucoup de slides, je vais essayer d'en passer certaines et en fonction des questions qu'il y aura, on pourra revenir sur les différents éléments. Parce que comme je l'expliquais à Rémi et à Marie-Astrid, compte tenu de l'incertitude sur le public, il y a différentes composantes qui se sont un peu mélangées dans ma présentation. Donc, la Fondation Carasso, très rapidement, on est une fondation familiale sous l'égide de la Fondation de France, créée en mémoire de Daniel et Nina Carasso. Donc, en tant que fondation familiale, nous sommes indépendants de toute société commerciale et on a dans notre gouvernance donc, la famille et j'en reviendrai après sur la gouvernance. En quelques chiffres, donc nous, on est une fondation de taille à peu près similaire à la Fondation Carrefour, c'est ça qui est intéressant en termes de comparaison. Mais en équipe, on est très nombreux, si on compare, puisque nous sommes 19 salariés de la Fondation Carasso directement, plus, comme nous sommes sous égide de la Fondation de France, on bénéficie quand même d'un certain nombre de services de la Fondation de France en plus. On a été créé en 2010 et en 2020, on avait déjà atteint plus de 1000 subventions, donc pareil, on voit que les chiffres sont assez semblables. Et en moyenne, donc ça a évolué les dernières années, donc j'ai mis une moyenne de 2019 à 2022. La fondation est active en France et en Espagne principalement parce que la famille est franco-espagnole. Et on a deux axes, un axe sur l'alimentation durable, un axe sur l'art citoyen. Et on a environ 60 subventions par an par axe et autour de 6 millions, 7 millions, 6 millions par an. Donc voilà, c'est assez semblable, plus un axe supplémentaire, enfin des financements supplémentaires sur la philanthropie, développement de la philanthropie, les questions d'urgence sur lesquelles, en partenariat avec la Fondation de France, on est toujours actif, et d'autres questions internationales qui peuvent nous occuper. Une grande différence avec la Fondation Carrefour, c'est que la Fondation Carasso a une dotation propre qui est placée et qui est gérée par un comité financier. Et ce sont les rendements issus de ces placements financiers qui constituent notre budget annuel. Et donc, on a une fondation dotée. La dotation, le patrimoine, c'était je crois en 2020, 489 millions d'euros. Donc, ce sont les intérêts de ces placements qui sont notre budget annuel. Et donc, vous voyez que notre budget de subvention, c'est ce que je disais, 13 millions par an, plus de la mission sociale. Je reviendrai dessus. Dans la gouvernance, c'est pour ça qu'on a donc, au centre le comité exécutif, donc dans toutes les fondations sous égide de la Fondation de France, pour ceux qui sont familiers de ce système-là, on a des comités exécutifs qui dépendent du conseil d'administration de la Fondation de France. Donc, comme je disais, il y a la famille. Pour dire en termes de gouvernance, en 2020, le comité exécutif a souhaité rajouter des jeunes administrateurs qui sont issus d'un parcours de sélection sur la base du volontariat
et donc qui ont rejoint le conseil d'administration pour élargir un peu les expertises. Le comité exécutif valide les subventions. Et comme on a une dotation, on a donc également une gouvernance avec un comité financier, un comité impact investing, puisqu'on a tout un champ d'action qui est assez plus récent, assez nouveau dans le champ philanthropique français sur les investissements et notamment les investissements à impact. Et donc, il y a eu tout un travail très conséquent de mise en cohérence de nos investissements avec nos missions. Et notamment ensuite de création de fonds, de participation des fonds externes ou création d'un fonds dédié à l'alimentation durable, géré par un partenaire qui s'appelle Cadia, dans lequel on commence à faire des investissements. Et je reviendrai dessus, mais à droite, vous voyez que dans la gouvernance de la Fondation Carasso, qui a été copiée sur la gouvernance de la Fondation de France, nous avons des comités d'experts qui guident la stratégie de la Fondation en ce qui concerne ses subventions et ses accompagnements. Et donc, on a un comité d'orientation stratégique sur l'art citoyen et un comité d'orientation stratégique sur l'alimentation durable, qui sont composés d'une diversité de personnalités issues de la recherche, issues des praticiens, que ce soit des élus, des partenaires divers et variés, sur lesquels on a des partenariats à long terme, français des partenaires, et d'origine espagnole, française, et puis un peu internationale. Alors, je dirais très vite, on publie en fait dans nos rapports annuels et nos rapports d'impact les éléments par rapport à notre stratégie d'investissement, notamment d'investissement impact, pour dire qu'entre 2020 et 2021, notre patrimoine a augmenté grâce aux placements qu'on a eus, nos budgets. Donc, on a eu, pour ceux que ça intéresse, il y a un certain nombre de chiffres sur les performances avec des gros efforts faits sur les investissements pour décarboner. Donc zéro dans les énergies fossiles, un certain nombre de chiffres que vous pouvez voir. Et puis de très forts engagements sur le climat depuis 2015, où on est signataire de cet appel d'Ivest Invest qui incite tous les investisseurs, pas du tout que les fondations, à désinvestir des énergies carbonées et réinvestir dans des énergies renouvelables. Et puis la coalition française pour le climat, qui est une initiative qui a été créée sous l'impulsion de notre délégué général, en lien avec la Fondation de France, et donc qui incite également un certain nombre d'impacts. En ce qui concerne l'alimentation durable, c'est bon. Donc, comme le précisait Marie-Astrid, notre vision, c'est une vision qu'on appelle systémique, donc on travaille sur les systèmes alimentaires durables ou alimentation durable, qui est basée sur la science, les connaissances et les pratiques. Et je mentionne ça et je vous mets les logos de deux de nos partenaires principaux, qui sont la chaire UNESCO Alimentation du Monde, basée en France à Montpellier, et IPES Food, qui est un panel d'experts international sur les systèmes alimentaires durables qu'on a contribué à créer, et deux des experts de notre comité d'orientation stratégique, qui, vous avez la liste en haut, sont à la fois le titulaire de la chaire Nicolas Bricas et Émile Frison, qui est un des membres fondateurs de IPES Food, et complété par d'autres expertises. Je proposais, pour illustrer cette vision systémique, un schéma qui est issu de cet ouvrage sorti l'année dernière, qui est un ouvrage un peu anniversaire de cette chaire UNESCO, qui propose une vision sur l'écologie de l'alimentation, et où il nous propose 6 dimensions de l'alimentation pour essayer de comprendre la complexité, la diversité de ces dimensions. Et donc, avec 3 pans qui sont la relation à soi, donc le côté hédonique, le plaisir. Vous mentionnez qu'il y avait des fondations qui s'intéressaient au sujet de gastronomie. Le côté identitaire, social, donc relation aux autres, et des dimensions économiques qui sont assez classiques, qu'on connaît bien. Et à droite, vous avez les dimensions santé et environnement, qui sont les relations à la biosphère, et qui sont les dimensions sur lesquelles, en général, on travaille beaucoup. Mais donc, pour illustrer qu'il y en a beaucoup d'autres. Et en ce qui concerne la fondation, donc, notre vision, c'est vraiment de croire en une alimentation qui soit démocratique, solidaire et agroécologique. Donc, c'est des mots effectivement assez forts par rapport aux différentes au prisme que nous a présenté Rémi. Là, je vais utiliser, j'irai assez vite dessus, on pourra revenir, une présentation qu'a fait Nicolas Bricas. On fait des séminaires d'accueil pour tous nos porteurs de projets tous les ans. Et donc là, il est intervenu récemment pour illustrer justement la diversité des enjeux que ça implique quand on regarde en fait et qu'on essaie de faire le lien entre l'alimentation et ces différents enjeux. Ce qu'on voit, c'est que souvent, ce qui est travaillé, c'est notamment les dimensions santé-environnement. On a une énorme attention par rapport au climat avec le gaz à effet de serre, la saturation des milieux. On parle des résidus
pesticides, etc. Néanmoins, il y a aussi un autre aspect environnemental qui est souvent un peu plus souvent oublié, lié à la biodiversité, surexploitation et épuisement des ressources. La santé, souvent on parle de nutrition. Ils mettent en avant qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets liés aux intoxications chimiques, résistances microbiennes, qui sont des sujets qui montent, sur lesquels il est important de ne pas oublier, donc de se pencher également. Les enjeux sociaux, on en a parlé, l'inégalité d'accès à l'alimentation, mais il y en a un certain nombre, enfin, il y en a beaucoup d'autres, et notamment pendant la crise de la Covid, on a quand même de plus en plus entendu parler de la précarité au travail et des travailleurs de ces filières agricoles et alimentaires. Voilà, je vais passer. Et le sujet gouvernance qui nous occupe aussi beaucoup à la Fondation Carasso. Et pour mentionner qu'en fait, une conviction de la Fondation, dans toutes nos actions depuis la création, c'est que tous ces enjeux, on peut compléter ces enjeux au fur et à mesure des années en fonction des prismes et d'évolution de nos compréhensions, mais ils sont tous interdépendants. Et donc à la Fondation, tout ce qui guide notre action, c'est d'imaginer qu'on ne peut pas traiter un de ces enjeux-là sans imaginer soit le lien avec les autres enjeux positifs ou négatifs, et que ne se concentrer que sur un bout de ces enjeux-là crée d'autres problèmes dans le système. Et donc, c'est pour ça que la stratégie de la Fondation, donc c'est la deuxième stratégie. On a eu jusqu'à 2018 une première phase où la Fondation faisait des appels à projets compétitifs thématiques sur plein de ces sous-thèmes-là. Et là, la deuxième phase de la Fondation depuis 2019, la stratégie, ça a été l'idée d'augmenter l'impact de nos soutiens sur la transformation des systèmes alimentaires. Alors là, je me concentre sur la France, mais il y a beaucoup de parallèles avec l'Espagne, ou le financement qu'on peut donner. Donc, comme je l'ai dit avant, nos hypothèses, c'est que, en fait, les interventions qu'il y a aujourd'hui dans le système alimentaire, que ce soit des politiques ou des projets, en général, ont des impacts qui sont contradictoires parce qu'ils sont sectoriels et c'est très coûteux et ça ralentit la transformation globale du système. Que ce qui est nécessaire, c'est une mise en cohérence de ces enjeux et on croit très fortement à l'échelle du territoire comme un échelon important, mais on agit aussi à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et on est impliqué dans des cercles mondiaux parce qu'on pense qu'il y a une articulation de tous ces échelons-là. On est de plus en plus persuadé également que les premières concernées, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les personnes en précarité, mais en fonction des sujets, ces premiers concernés sont différents, en général n'ont pas vraiment la parole, ne sont pas assez visibles, ne sont pas vraiment organisés en termes de mouvement, ne sont pas forcément consultés, évidemment, ne sont pas forcément impliqués. Donc il y a un certain nombre de dispositifs ou d'attention à avoir par rapport aux projets qu'on soutient, sur tous ces enjeux-là. On a soutenu beaucoup d'émergences de projets inspirants, mais en fait, on pense que ça ne suffit pas. Donc, on a commencé à déployer d'autres modalités d'action par rapport à ça. Et puis, on a aussi, à cette époque-là, notamment grâce à nos partenaires comme ITS Food, pris conscience et commencé à agir sur le fait que dans le secteur agricole et alimentaire, s'affranchir totalement de ce qui se passe côté politique publique, c'est voué à l'échec, puisque les politiques publiques façonnent énormément nos systèmes agricoles et alimentaires. Et puis, de manière générale, pour la Fondation, mais pour le secteur, on s'est rendu compte que, en ce qui concerne une stratégie partagée ambitieuse sur l'alimentation durable en général, mais également réaliste dans le sens c'est quoi les étapes pour aller vers ce changement, manquait. Et donc, on a commencé à également soutenir ce type de projet-là. Donc, en termes d'objectifs pour maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est continuer à soutenir des expérimentations locales, donc très inclusives, donc avec une attention très forte sur la participation des concernés. On fait beaucoup de choses sur les questions de changement d'échelle également, comme beaucoup de fondations, et travailler depuis l'échelle des territoires, travailler sur la vision prospective et faire en sorte qu'elle soit si possible partagée et ces questions de chemin de transformation. Beaucoup travailler sur les questions de synergie et de coordination entre différents alliés de différents domaines, puisque tout est très cloisonné. Toujours, et puis commencer à aussi se poser des questions sur comment se fait la mise en débat public des changements nécessaires des politiques publiques. Et ça nous a amené à nous obliger un peu à réfléchir, à prendre du recul sur comment on combine les différents moyens d'action d'une fondation comme la nôtre, en s'inspirant beaucoup de l'évolution du milieu de la philanthropie en général. Donc, les schémas sont un peu compliqués, mais pour ceux qui connaissent un peu ou qui naviguent dans ces milieux philanthropiques, vous devez les connaître peut-être. L'idée, c'est de combiner l'investissement à impact, donc, qui est assez nouveau pour nous. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais on a donc, plusieurs outils de prêt, d'aide, d'equity, avec à chaque fois des partenaires. Donc là, vous avez des logos. Donc, réfléchir au développement depuis l'amorçage. Donc, TINA, c'est un fonds d'amorçage pour de l'investissement à impact qu'on vient de lancer en Espagne. Et donc, réfléchir à ces changements d'échelle de tous les entrepreneurs sociaux ou entreprises à impact qu'on soutient. Donc avec différents types de changements d'échelle, la croissance, les SIMAGE, et à chaque fois des défis, c'est à quelle échelle, jusqu'à quelle échelle, comment on s'assure de l'inclusion,
comment on s'assure de ces notions de pouvoir d'agir et comment on assure une diversité. Alors, vu de là où on parle, la diversité, c'est pas trop difficile, mais ça reste des soucis qu'on peut avoir. Et puis, côté subvention, le travail de mécénat plus classique, réfléchir au projet, mais aussi aller donc, un peu dans le même sens, au financer du fonctionnement, financer des infrastructures associatives également. Et puis, on le faisait déjà, mais on commence à structurer ce qu'on a appelé Cartaillé, qui est un peu notre offre d'accompagnement, où voilà, c'est à la fois de l'action directe de la Fondation, des études, de la capitalisation, mais c'est aussi au service de nos porteurs de projets, et réfléchir comment on peut, au cas par cas, avec un certain nombre d'acteurs et de projets qu'on soutient, réfléchir avec eux à leurs besoins spécifiques et leur apporter les partenaires, leur financer des accompagnements. Donc j'ai mis le logo de Scale Changer qui est assez connu en France, notamment sur l'accompagnement du changement d'échelle. L'Association française des fundraisers, puisqu'on organise des formations au fundraising pour des partenaires volontaires de la Fondation sur ces sujets-là. Le fonds I, qui est un fonds qu'on a contribué à créer avec la Fondation Caritas, avec la Banque des Territoires, avec un certain nombre d'autres acteurs comme le réseau ou G2R, qui vise à accompagner au changement d'échelle également des structures qui sont vraiment en phase de déploiement national. Et puis, pour mentionner les enjeux par rapport à ça, pour nous, c'est comment on va vraiment dans des changements sociétaux importants, au-delà des initiatives individuelles, comment on peut éventuellement peser sur l'évolution des politiques publiques, et avec un défi lié à la représentation des personnes concernées, à la coordination de ces acteurs, et puis à qu'est-ce qu'on fait notamment à l'échelon territorial. Alors ça, c'est un schéma que vous avez peut-être déjà vu voir présenté par ma déléguée générale sur les différentes, parce qu'on a souvent au départ financé que l'action. On pose la question de quelles sont les différentes dimensions, si on veut, de l'impact qu'il faut financer. Donc à la fois de l'action, assez classique, et donc on maintient l'appel à projet parce que je pense que comme outil, en fait, c'est la seule manière d'être vraiment au fait de ce qui se passe en termes d'innovation dans les territoires, au-delà des réseaux qu'on connaît déjà. Donc, c'est pour nous un outil vraiment important. Donc, dans l'axe alimentation durable en France, on a choisi d'avoir un appel généraliste qu'on appelle Nourrir l'avenir sur tous les enjeux de système alimentaire qu'on maintient tous les ans parce que, voilà, pour être en lien avec le terrain et des acteurs qu'on ne connaît pas. On a déployé la capacité à financer de la veille, des études, des réseaux, de la recherche. Et je mentionne par exemple sur les questions de prospective et de vision, on a deux partenaires qui sont Solagro, donc qui fait de la prospective sur les questions de système agricole et alimentaire, et l'IDRI, qui est un autre acteur qui faisait également des prospectives, et on les a soutenus pour qu'ils travaillent ensemble et qu'on ne puisse plus opposer les types de prospectives qui soutiennent. Et donc là, dans un des webinaires, ils ont travaillé collectivement sur une analyse comparée de leurs travaux et des autres travaux existants à l'échelle internationale et française. On a financé de plus en plus également et opérationnellement mis en œuvre des événements, donc par exemple les rencontres de l'alimentation durable, qu'on essaie d'avoir tous les 2 ans, où on réunit tout notre écosystème. Le webinaire sur le droit à l'alimentation qu'on avait fait de manière un peu ad hoc au moment de la crise de la Covid, parce qu'il y avait des grands sujets sur ces questions-là pour réunir praticiens et acteurs, et qui avaient rencontré un très très fort succès. Et puis on y reviendra peut-être à la fin, mais je mettais des logos de France Relance, de certains ministères, pour mentionner qu'en fait, de plus en plus, et ça c'est nouveau aussi, on cherche à partager notre expertise dans l'équipe. À force de travailler sur ces sujets-là, de voir passer des projets, on a acquis aussi une expertise, et donc on fait venir dans nos jurys de projet des membres des services de ces administrations, et nous-mêmes, on participe en tant qu'experts auprès de jurys de France Relance, du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, ou de métropoles ou de villes qui nous proposent. Ça, c'est un nouveau rôle de la philanthropie, en tout cas de la Fondation Carasso. Je ne vais pas m'étendre sur finalement où on en est aujourd'hui dans le financement de l'alimentation durable, de notre stratégie à Carasso. Je l'ai déjà mentionné. En gros, on a un mélange donc on a de programmes, c'est ce qui est des structures grises. À chaque fois dans les programmes, en fait, elles sont structurées en 3 grandes thématiques: la vision globale, les territoires à la démocratie, la santé des mangeurs de la planète. En fait, chacun de ces programmes ont des experts qui sont le comité que je vous ai mentionné, mais aussi d'autres experts, un peu vraiment comme dans l'esprit de ce que fait la Fondation de France, pour vraiment multiplier les avis sur les stratégies, les sélections de projets, etc. Ce que vous voyez, c'est qu'on a 2 types d'actions principales, de modalités d'action principales. J'ai mis certains de ces cases grises ont acteurs structurants. Ça veut dire qu'on a fait le choix de ne plus avoir d'appel à projet, et on a fait le choix d'identifier collectivement avec nos experts
des acteurs incontournables soit on va revenir systématiquement, soit qu'on finançait déjà sur le long terme, et d'engager des partenariats long terme avec eux. Et c'est ces acteurs-là notamment auxquels on fait bénéficier d'accompagnement stratégique, voilà, sur la gouvernance, sur les modèles financiers ou de mise en réseau entre eux. Et notamment dans la partie, le programme sur l'alimentation durable dans le débat public et les mouvements citoyens. L'idée, c'est qu'on a vraiment identifié, alors je n'ai pas mis tous les logos parce qu'il y en a une quinzaine, des grands acteurs, têtes de réseau de plaidoyers nationaux, qui apportaient des regards, qui mettaient en débat d'une manière particulière certaines dimensions de l'agriculture et de l'alimentation durable. Et surtout, on a beaucoup fait d'accompagnement et de financement pour les faire travailler ensemble. Et s'assurer que, alors là, il y a le logo de notre PAC qui est une plateforme interacteur, interorganisation, dont ils sont tous membres, avec plein d'autres, et qui est en train de, voilà, de se réformer actuellement, d'inclure un certain nombre d'autres acteurs pour essayer d'avoir une plateforme unique à l'échelle nationale en France qui travaille sur l'agriculture et l'alimentation en France et les relations avec les pouvoirs publics. J'ai déjà mentionné qu'on a cette ligne transverse sur l'appel aux innovations, tout ce qui est hors programme, on le fait passer par une ligne unique. Et peut-être pour finir, si tu veux bien, Rémi, quelques défis aujourd'hui du point de vue de la philanthropie active en France. Pour nous, les questions qu'on se pose énormément, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne la multiplication de ces initiatives citoyennes. Donc on constate tous qu'elles se multiplient, on peut les soutenir, on peut les documenter. Donc je mentionnais donc à droite, vous avez des itérations des JPAD, qui sont les journées d'innovation sur l'alimentation durable, qui sont faites par la chaire UNESCO Alimentation du Monde, par leurs étudiants tous les ans. Donc, ils nous font des catalogues d'innovation sur lesquels ils ont un regard critique qui permet un peu d'avoir une idée de comment ça évolue, ce qui se passe. À la Fondation, on se pose, on a quand même, il faut garder en tête que beaucoup de ces innovations dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation sont des inspirations qui sont libérales. Les Community Supported Agriculture, les AMAP, ça vient de l'idée que les citoyens vont s'auto-organiser en marge du système éventuellement financé pour eux-mêmes aller chercher l'alimentation qui leur convient. Et aujourd'hui, même si ces initiatives s'hybrident beaucoup avec le milieu très riche de l'économie sociale et solidaire, on voit qu'il y a de grosses difficultés d'accompagnement, puisqu'il y a une vraie particularité des mondes professionnels liés à l'agriculture et à l'alimentation. Donc d'un côté, il y a les mondes agricoles, donc vous avez les liaisons fertiles, qui est ce rapport sur l'alimentation durable, et l'ESS que la Fondation Carasso a réalisé, justement pour essayer de comprendre pourquoi dans les projets qu'on soutenait, quand on les envoyait vers l'économie sociale et solidaire, les accompagnateurs classiques, quelquefois le dialogue ne se créait pas. Et donc le constat, c'est l'économie sociale et solidaire et l'insertion économique par l'emploi, c'est un monde professionnel particulier. L'environnement, l'écologie, les associations, c'est un monde aussi. L'action sociale, l'éducation populaire, le développement local, à chaque fois, voilà, ce sont des mondes, on pourrait rajouter la nutrition santé qu'on n'a pas mis là, et que ce n'est pas toujours facile pour tous ces milieux professionnels de se réunir. Il y a de plus en plus d'initiatives, donc quand même, je trouve que la Bise, avec ce programme Tresson dans les ruralités, a fait un énorme travail pour essayer justement de faire dialoguer ces différents mondes à travers le prisme de la ruralité. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent, mais ça reste un souci et quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Quand on est un acteur philanthropique et qu'on se pose la question du financement de ces innovations sociales, se pose toujours la question du prisme de à quel point, et ça c'est des débats dans nos comités d'experts sans fin, à quel point on finance quelque chose qui est très très alternatif versus à quel point on finance des choses qui vont s'hybrider assez facilement avec l'existant, le monde conventionnel et l'économie capitaliste. Il y a un certain nombre d'études et de recherches qui montrent que finalement, les systèmes agricoles alternatifs tels qu'on a pu les soutenir à la Fondation pendant longtemps, est-ce que vraiment ils vont changer le système ou est-ce qu'ils ont vocation à rester uniquement à la marge? Et donc, voilà, ça fait partie des questions qui nous occupent. Il y a beaucoup de débats sur les changements d'échelle. Alors, le but, c'était pas forcément de parler uniquement des changements d'échelle, mais notre constat à la Fondation Carasso, c'est qu'en fait, il y a des littératures académiques sur le changement d'échelle, il y a les littératures professionnelles, comme la Bible, mais qu'elles ne se répondent pas et qu'aujourd'hui, pour nous, par rapport à ce qu'on observe dans les territoires, en fait, il y a un vrai besoin de se reposer la question de c'est quoi les changements d'échelle souhaitables et ça passe par quoi? Et notamment, nous, on a rajouté, donc ça c'est issu d'un travail qui a été publié dans ce document L'écologie de l'alimentation que j'ai fait avec Nicolas Bricas, il y a une dimension que nous, on observe beaucoup, qui est la diversification, qui est dans un territoire, c'est toute cette dynamique un peu des tiers-lieux. À l'échelle d'un territoire, des acteurs se recomposent
diversifient leur type d'activité et d'action, s'intensifient localement. Et ça, voilà, typiquement dans la littérature académique, on ne voit pas beaucoup or, pour nous, c'est la manière d'ancrer par rapport à la diversité des situations des territoires, l'action aussi par rapport à leur diversité. Et puis, ce sujet-là aussi, pourquoi parler de changement d'échelle? Parce que dans ce changement d'échelle, il y a toujours cette question de comment le financer et quel est le rapport au pouvoir public. Et quelque chose que moi, je voulais aussi mettre là sur la table, parce que c'est particulier, au moins dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, c'est que c'est un secteur sur lequel il faut avoir conscience qu'il y a énormément de financement public préexistant. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ce schéma à droite sur la politique agricole commune tirée par la main par Farm to Fork, qui est cette nouvelle initiative de la Commission européenne pour essayer de verdir les financements publics existants et en rajouter d'autres pour être à la hauteur des enjeux, notamment environnementaux. Un des grands débats qu'on a aujourd'hui avec nos acteurs et avec nos comités, enfin nos partenaires et nos comités d'experts, c'est est-ce que les initiatives qu'on finance, nous, locales, ont vraiment vocation à aller soit chercher du mécénat privé, soit à chercher un modèle économique autonome au maximum? Est-ce que, dans une certaine mesure, ils ne répondent pas à des enjeux sur lesquels il est légitime d'aller chercher des financements publics déjà existants, mais qui seraient nécessaires de rediriger? Et deux dernières slides. Dans cet esprit-là, une des dimensions aussi qui est beaucoup travaillée, et je le disais, pour la Fondation, la dimension d'inclusivité, de représentation, de prise de parole des personnes concernées est très importante. Donc de plus en plus, ces dernières années, on finance où on accompagne beaucoup de choses autour de la démocratie alimentaire, donc autour des conseils alimentaires locaux qui ont notamment beaucoup émergé au Canada, aux États-Unis et qui se développent énormément en France. Et récemment, depuis 2 ans, sur la sécurité sociale de l'alimentation, donc cette idée qu'on pourrait avoir un financement universel pour toutes les personnes, pérenne, dédié à de l'alimentation de qualité, mais gérée localement en ce qui concerne le choix de ces aliments. Et dernier élément, pour mentionner que quand on veut aller encore plus loin sur l'influence des politiques publiques, on se pose la question de qui influence, comment influencer, et donc logiquement, le lien avec tous les mouvements de justice alimentaire, notamment inspirés par ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis. Mais donc, comment on transforme toutes ces initiatives locales en un vrai mouvement qui peut peser sur les politiques publiques, que ce soit local ou international, enfin national ou au-delà. Et mentionné, je vous ai mis à droite plusieurs documents, donc un document de ce groupe de fondations que je chair au niveau européen, le groupe des fondations sur les systèmes alimentaires durables. Et l'alimentation, et où de plus en plus, on a des fondations qui souhaitent directement agir sur les politiques publiques. On a construit récemment une théorie de la transformation, ça veut dire qu'on agrège toutes les théories du changement des différentes fondations, et on commence à se dire que ce qu'on veut influencer, c'est le système alimentaire européen à l'horizon 2030 via l'influence des conditions de politique publique, et qu'il y a des fondations dont j'ai mis certains logos là, qui sont des fondations qui ne sont pas des fondations françaises, donc on n'a pas forcément l'habitude de se tourner vers elles, qui sont des fondations internationales, dans la plupart des cas avec un ancrage européen, et qui commencent à agir directement sur ces questions-là, à créer des mouvements comme Healthy Food, Healthy Planet, qui s'occupent de faire manger moins et mieux de viande à des mouvements citoyens. Et que donc, il va falloir, ça va être incontournable pour le monde de la philanthropie française, se poser les questions de cette politisation aussi des actions qui sont soutenues. Je m'arrête là. Merci beaucoup Mathilde. Vous êtes bien sûr invité à poser des questions. Je vois qu'on est peu nombreux. N'hésitez pas à poser des questions directement au micro si vous le souhaitez, ou bien par le chat. Sinon, j'ai moi-même un certain nombre de questions. N'hésitez pas. Peut-être aussi à mettre vos caméras qu'on vous voit. Vos caméras, comme ça on peut voir si vous êtes. Bon, sinon, j'ai plein de questions. Et peut-être avant de commencer, il y a une chose qui m'a un peu interpellé dans vos deux interventions, c'est cette date de 2018-2019. C'est une histoire de timing, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vos deux fondations ont décidé de entre guillemets, se réformer, en tout cas de redessiner leur carte de programme à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, si vous avez la réponse, un peu pourquoi ça s'est fait à ce moment-là? Quels sont les éléments de contexte au sein des fondations, ou s'il y a eu des paramètres externes en fait, qui ont joué un rôle spécifique qui interviennent autour de ces années-là?
De notre côté, je n'étais pas encore à la fondation et on s'est rencontrés alors Sophie finissait sa stratégie, sa rencontre de sa stratégie. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution à ce moment-là de la société par rapport à ces sujets et qui rentrait aussi, nous, de notre côté, comme je disais tout à l'heure, dans la transformation du groupe d'un distributeur sur ces sujets d'enjeux de transition alimentaire et qui a mené à la création de la raison d'être aujourd'hui de l'entreprise. Donc, je pense que c'est aussi lié à des sujets que peut-être fondation d'entreprise à l'époque n'était pas forcément pris au niveau de la fondation, mais peut-être pas non plus au niveau qu'on le voit aujourd'hui sur ces sujets commençaient à être pris, mais peut-être pas encore comme il aurait dû être des années auparavant. Donc je pense que c'est ce sujet qui a transformé à ce moment-là, c'est plutôt la société qui a transformé aussi la prise de contact. Et nous, pour le coup, c'est la fondation qui s'est adaptée, en tout cas, à la volonté du groupe de pouvoir mettre sa fondation au cœur. Il y a des fondations qui font des choses complètement différentes. C'est-à-dire, on peut faire du mécénat culturel en étant une fondation de distribution. Aujourd'hui, on sent quand même que cette voie se rapproche de plus en plus d'être au cœur du métier propre de l'entreprise pour les fondations. Le modèle change énormément. Et peut-être un regard, dans le cas de la fondation Daniel Nina Carasso, on avait 6 années d'activité pleine où on avait une stabilité assez forte de notre stratégie côté alimentation durable. Et je pense que peut-être que ensuite, le fait que le reste du monde avait évolué dans ces 6 années-là fait que c'est des années dans lesquelles il était propice de se proposer des questions. Et notamment voilà, sur l'alimentation durable, qui était le sujet sur lequel la fondation avait été créée dès le début. C'était un terme qui était très peu utilisé. Les types de projets très systémiques qu'on soutenait à l'échelle très locale étaient assez émergents quand on a commencé nos activités en 2012. Le terme était beaucoup plus galvaudé, utilisé beaucoup plus largement, même si on l'a maintenu, mais du coup, il devenait nécessaire de se reposer la question de l'approche. Et puis, on avait vu la limite en fait, de financer tous les ans par appel à projet, à chaque fois de manière en plus incrémentale, puisque c'est des projets qu'on finance sur en général 2 à 3 ans. De plus en plus de projets, et au bout de quelques centaines de projets, de se poser la question à quoi ça sert d'avoir autant de projets de terrain. Et puis le dernier point, c'était qu'on avait des entrées thématiques. Donc on avait un appel sur la pêche durable, un appel sur la gouvernance locale, les systèmes alimentaires innovants, la précarité alimentaire, l'agroécologie. Et en fait, on se rendait compte que parce qu'on appelait des projets de plus en plus systémiques, en fait, de plus en plus de projets se posaient la question, mais dans quel appel je postule? Et donc, en fait, ça avait du sens aussi pour nous de réunir tous ces sujets, et ça va un peu dans le sens de ce que disait Marie-Astrid, que c'est quand même dans le sens de la société que localement, avoir conscience que ces enjeux sont interdépendants et essayer à l'échelle à minima locale de au moins en articuler à plusieurs. Et donc, voilà, donc il devenait important pour nous de faire ça. Et peut-être sur le contexte international, tu voudras en dire quelques mots, Rémi, mais à l'époque de 2017-2018, il y a eu une succession de crises alimentaires, de pics de prix. Ça fait plusieurs années qu'on avait quand même un contexte international qui était assez chahuté. Donc, tout le monde se posait la question de que fait-on sur ce sujet-là aussi dans notre pays, dans un contexte comme ça, je pense. C'est conforté par la crise post-2020, enfin post-2019, 2020, qui conforte aussi le positionnement, en tout cas, d'acteurs comme nous sur ce sujet. On ne s'est jamais senti aussi présent et légitime d'être là et au cœur de l'actualité. C'est assez intéressant parce qu'on évoquait aussi, quand tu as évoqué notamment dans ta présentation, le rôle que vous aviez dans la participation, en fait, notamment à soit des collectifs privés, donc de fondations, ou parfois des institutions type CNA. On avait le sentiment, enfin j'avais le sentiment quand tu en parlais qu'au début il a fallu un peu montrer patte blanche d'une certaine manière, en tout cas s'y faire une place, et qu'aujourd'hui, maintenant vous êtes les bienvenus. Comment ça s'est passé en fait cette prise de contact Il n'y a pas forcément, je n'étais pas montré patte blanche, mais j'allais dire que ce n'était pas forcément le rôle de la fédération du commerce et de la distribution ou d'une fondation, hein, parce que je suis représentante de la fondation qu'on peut aussi. Voilà. Mais en fait, la crise du Covid aidant, on a rencontré, nous, les ministères, enfin voilà, on était une fondation.
je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce que ça a pu donner pour une fondation d'entreprise comme la nôtre en lien avec l'alimentation, au moment où la chaîne de la précarité alimentaire, de la distribution alimentaire s'arrête du jour au lendemain, net, un 16 mars, où là, il n'y a plus rien qui arrive nulle part. Donc, et nous, on était un maillon extrêmement fort et on s'en rend compte du don alimentaire. Et là, ça s'arrête. Vous avez vu les magasins comme nous, vous avez vu, voilà, il n'y a plus de dons, ou alors il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de logistique, enfin, tout ça est complètement désorganisé. Et ce qu'on a fait cette année-là, c'est-à-dire, on peut dire qu'on est tous à peu près concurrents dans le système commercial et de distribution, on a juste pris tous une décision de se mettre autour de la table, que ce soit toutes les marques que vous connaissez, pour dire qu'il faut qu'on travaille ensemble pour répondre aux besoins des associations, parce que là, on va faire chacun avec le même aim de trouver 30 000 bouteilles d'eau, 50 000 bagues, voilà. Enfin, on s'est tous mis autour de la table et on a créé un système qui était peut-être un peu Google Sheet au début, mais toutes ces demandes qu'on recevait, on les centralisait et on essayait d'y répondre chacun avec les éléments qu'on avait. Donc, déjà, c'était se mettre autour de la table et non pas travailler les uns à côté des autres. Donc, ça, déjà, formidable à notre niveau de distribution. Mais à ce moment-là, on a rencontré bien évidemment le ministère de l'Agriculture, le ministère des Solidarités, et qui nous ont dit qu'ils allaient travailler sur ce fameux. Et puis voilà, et on leur a expliqué que, en fait, ça, c'est l'urgence alimentaire. On fait partie de la chaîne alimentaire du don alimentaire. Demain, s'il n'y a plus de don, voilà. On sait qu'il y a une baisse du don parce que tout le monde travaille au sens de pouvoir, d'un point de vue environnemental, mieux gérer nos stocks, mieux travailler différemment. Donc, il y a une baisse du don alimentaire et il ne faut pas se le cacher, il faut le dire aujourd'hui. Il est encore là, mais il faut trouver des modèles qui vont perdurer derrière. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus. Donc, voilà comment on est rentré aussi en disant voilà, on est un maillon, on peut être là aussi comme une position d'observateur. On n'est pas une association, on n'est pas quelqu'un de terrain, mais on a une vision et on voit la vision de tous ces acteurs travailler ensemble, ce qui nous donne aussi une dimension. Et on s'est parlé à l'époque avec Mathilde. Enfin, on a été force de proposition. On est force de proposition aussi. On essaye de dire voilà comment nous aussi, mécènes, on peut travailler aujourd'hui différemment d'hier peut-être en joignant nos forces, en pilotant différemment. C'est ce que faisait voilà, c'est aussi de dire la mondiale, là, de nous réunir plusieurs acteurs, plusieurs mécènes avec ESS France pour travailler sur le gaspillage alimentaire, travailler sur cette filière de transformation, comment on met tout le monde autour de la table, tous ces réseaux, voilà, parce que c'est parfois difficile pour eux de travailler ensemble. Cette thématique tout à l'heure dans un des modèles, c'est les faire travailler ensemble et ne plus les opposer dans leur modèle. C'est comme ça qu'on essaye de travailler, de voir en tout cas. Pour moi, c'est complémentaire. Je pense qu'on ne peut plus être mécène. Je crois qu'on a une question dans le chat. Quelqu'un qui a levé la main. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Nathalie Perrin, je suis la déléguée générale de la Fondation Pélisson pour l'Institut Paul Bocuse. Et moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, ça a été hyper intéressant et merci beaucoup, mais ce serait de vous inviter ici à Écully pour discuter de tout ça avec le centre de recherche, puisque nous sommes en train de développer ce centre de recherche vers la transition alimentaire et le bien-être grâce à l'alimentation. Et voilà, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avoir une conversation globale avec vous et avec tous les acteurs qui sont hyper importants sur ce sujet. Donc voilà, l'invitation est ouverte. Si ça vous dit, le centre de recherche, lui, est aussi assez porté sur les sciences sociales, sciences cognitives et sciences de la nutrition et des aliments. Donc voilà, chacun prend le problème, j'imagine, selon un angle qui lui est propre. Et voilà ce que j'avais envie de partager. Avec grand plaisir. Merci, oui. C'est intéressant. Oui, comme vous disiez, je pense que chacun prend des sujets avec avec sa vision et c'est notre manière aussi, nous, de travailler. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'on est
n'est pas à l'origine une fondation qui va s'intéresser à financer des interventions sociales, etc. Mais voilà, on est en pleine transformation aussi en tant que fondation. En effet, puis on souligne aussi un peu en amont de la réunion le manque d'animation, en tout cas la difficulté à animer, étant donné les formes différentes, les différentes thématiques qui sont couvertes par l'alimentation, de trouver ce chapeau global. Donc, il faut que Mathilde, qui commence à œuvrer, qui est chaire au niveau européen, peut-être que vous avez déjà abordé ces questions au niveau avec les partenaires européens. Qu'est-ce qu'ils en disent si vous avez déjà commencé à aborder ces questions? Merci Nathalie pour cette invitation. Sur la question de réunir les fondations sur ces sujets-là, c'est compliqué, on l'a vu, parce que la philanthropie, et je pense dans le schéma du RNPAT, on le voit, française est assez éclatée, avec des fondations qui sont de tailles très différentes et du coup une capacité également à avoir envie de prendre du temps pour échanger et à s'investir dans différents réseaux vraiment variables. Moi, quand je suis arrivée à la Fondation Carasso il y a 8 ans, on était dans le centre, enfin, on est membre du centre français des fonds et fondations et dans lequel il y a un groupe sur l'environnement et il était hors de question de créer un groupe sur l'agriculture puisque ça aurait été les mêmes membres avec un sous-groupe et voilà, donc à cette époque-là, ensuite on a lancé plutôt une initiative sur le climat à ce moment-là puisque c'était l'année de la COP. Mais force est de constater que finalement, quand on a des raisons d'échanger, on échange en bilatéral très bien avec beaucoup de fondations, puisque c'est presque plus facile que de chercher à réunir tout le monde. Par contre, voilà, c'est sûr que ce qui va devenir indispensable et qui va probablement se faire, c'est avec cet autre groupe de fondations, notamment les fondations européennes, qui du coup n'ont pas forcément de salariés localement en France, qui connaissent pas forcément bien l'écosystème français. On va organiser une réunion sur l'alimentation et l'agriculture en France, et donc on pourra inviter ceux que ça intéresse en termes de fondation. Oui, bonjour. Bonjour, j'avais une question un petit peu plus précise. En fait, c'était pour savoir comment, dans le cadre de vos réflexions sur la transition alimentaire, vous appréhendez la question de l'usage des sols, parce que ça va être une question qui va être assez technique, vu les enjeux. Il va y avoir de zéro artificialisation des sols, les enjeux, il va y avoir sur l'énergie, la question de la biodiversité, de la captation, et puis les enjeux d'agroécologie qui vont nécessiter, si j'ai bien compris, une surface plus importante pour avoir des rendements qui sont à peu près similaires. Comment on peut construire des outils, selon vous, de politique publique pour valoriser la préservation de la qualité des sols ou au moins, en tout cas, définir une hiérarchie de l'usage des sols? Enfin, comment vous appréhendez, dans le cadre de vos réflexions, cette question spécifique de l'usage des sols? Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que c'est plus une question pour la Fondation Carasso. Nous soutenons des projets, en effet, en lien. Enfin, voilà, quand je disais notre conseil d'administration, chaque année nous dit là, il faut y aller un peu plus sur la biodiversité. On a eu cette notion, on disait obésité, mais biodiversité. On a initié des gros projets, mais nous, on a des pays un peu différents. Donc, on a des enjeux dans d'autres pays aussi qui ont un peu aussi sur la France en elle-même, mais où on essaie d'avoir un impact sur certains projets en lien avec la biodiversité, l'agroécologie, sur des projets qu'on a en Belgique, en France, on continuer, en Roumanie, qui est aussi un endroit sur la production durable qu'on essaye d'accompagner de manière assez nouvelle pour eux. Et puis, notamment au Brésil, sur la déforestation, où on a déjà des enjeux depuis 2018 assez forts. Et voilà, je pense que sur plutôt la partie technique, ça va être Mathilde. Non, mais au-delà de la partie technique, en fait, c'est un sujet qu'on peut aborder par plein d'angles différents. Et donc, je pense que c'est déjà présent dans ce que tu disais, Suzanne. Il y a la notion de l'usage des sols, combien de terres on a besoin, à quoi on les attribue, et le côté un peu planification de ça. Et donc ça, notamment, c'était beaucoup de travaux qu'on soutient depuis longtemps de Solagro que j'ai mentionné, mais également avec d'autres acteurs de la recherche et de la prospective, avec l'IDRI, qui travaille également avec d'autres, basiques en consortium, tous pour essayer, notamment sur les prospectives existantes qui étaient nationales, de les régionaliser et de les relocaliser.
pour avoir justement être capable ensuite, donc ça tire vers l'usage d'outils de planification d'usage des sols pour des collectivités par exemple. Et donc il y a des outils plus à titre illustratif qui avait été fait, qui s'appelle Parcelle par Terre de Liens avec le BASIC, qui était une manière d'illustrer ce que ça veut dire de relocaliser son alimentation et les défis que ça impose. Et donc ce type d'acteurs-là continue à être présent. Après, il y a toutes les coalitions des acteurs de l'accompagnement sur l'installation des agriculteurs, donc avec le réseau Impact, ça c'est plus des acteurs de développement rural et agricole, et donc Terre de Liens qui est très connu sur la mobilisation foncière, mais qui travaille avec plein d'autres aux membres du réseau Impact sur comment on réfléchit ces sujets-là avec des collectivités, mais aussi comment on accompagne concrètement des projets d'installation dans les territoires. Et puis, tu peux reboucler ensuite sur ces mêmes acteurs-là, comment est-ce qu'ils influent et ils se mettent en coalition. Donc, il y a un groupe qui s'appelle la Coalition foncière d'ONG de plaidoyer, qu'on soutient indirectement en étant partenaire de Terre de Liens notamment, et qui réfléchissent à des outils de politique publique très concrètement, et qui, eux, ont fait des propositions, suivent ce qui se dit, ont essayé d'influencer la loi foncière qu'il y a eu récemment, juste à la fin du précédent quinquennat, qui vont essayer d'influencer la loi d'orientation agricole qui a été annoncée pour le prochain. Voilà. Donc, je pense que nous, on est actifs un peu dans ces différents champs-là. On a conscience que c'est un sujet très important. On réfléchit par exemple là à un projet d'appui aux installations, d'investissement. Il y a plein d'idées de fonds d'investissement pour de l'installation, de l'accompagnement à l'installation des agriculteurs. Enfin voilà, c'est très, il y a plein de manières de le prendre ce sujet. Ça, c'est pour l'instant les dimensions dans lesquelles nous, on est présents et actifs. Après, sur les questions de zéro artificialisation nette et tous ces combats sur la zéro artificialisation, tu peux aller, mais ça, ce n'est pas des acteurs que nous, on soutient, aussi vers des acteurs de la lutte, vraiment, qui vont aller empêcher des grands projets d'artificialisation. Et ça, c'est plutôt des écosystèmes de fondations internationales qui vont aller financer ce type d'acteurs-là, qui vont s'assurer d'essayer d'avoir des mobilisations citoyennes très locales pour empêcher de l'artificialisation quand il y en a. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Non, non, oui, c'est plutôt la première partie qui m'intéressait, parce que c'était sur cette dynamique et sur la question de la qualité en elle-même des sols. C'est des sujets sur lesquels vous travaillez pour préserver la qualité des terres, avec par exemple, nous on imaginait chez Terra Nova un diagnostic pour mieux valoriser, comme on a aujourd'hui sur le bâtiment, avec tu as classé de A à E, la possibilité de pouvoir avoir ce même diagnostic pour identifier la qualité de la terre que tu vas acheter et pour pouvoir pousser aussi du coup les agriculteurs à prendre davantage soin de leurs terres, puisqu'ils savent qu'après, au moment de la revente, de la cession, je dirais que la qualité économique de la terre sera équivalente à la qualité propre. Je ne sais pas si je suis claire, mais sur cette question vraiment de la... Mais je pense qu'en fait, après, on a tout un pan de projets qu'on soutient à titre expérimental, mais que c'est pas moi qui les suis, les projets très agricoles et agroécologiques, c'est mon collègue Guillaume Soutou, que tu connais aussi. Ouais. Donc, lui, il saura te dire. Et donc, tu as le côté expérimental, est-ce qu'on est capable de le faire, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'il y a des outils. Il me semble qu'il y avait des propositions qui existent et qui émergent. Donc, je pense qu'en termes d'outils, enfin là, c'est une question de comment on les intègre dans les politiques publiques. Et là, c'est pour ça que je te renvoie plus vers, effectivement, Terre de Liens et ces acteurs-là qui, eux, maîtrisent un peu ces sujets. Et donc, nous, là où on est actif, c'est de les soutenir indirectement, puisque on ne soutient pas, enfin, nous, on ne va pas porter ce type de propositions politiques directement auprès des services ou des administrations. Ok, merci. J'avais aussi une question, puisque j'ai bien entendu que vos deux structures allaient au-delà de la simple subvention monétaire pour accompagner le projet. Comment concrètement, en fait, vous organisez soit l'animation, soit la formation des différents porteurs et porteuses de projets qui vous sollicitent? Comment ça s'organise au sein de vos structures de manière assez concrète, finalement? Non, c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup et on fait évoluer nos pratiques énormément. Parce que je pense qu'il y a une dynamique qui est partagée par beaucoup de fondations de vouloir aller vers de l'accompagnement. Et nous, à part, on n'a aucun parcours d'accompagnement obligatoire parce qu'on s'est rendu compte qu'il peut y avoir aussi le risque d'en faire trop et d'imposer un certain nombre d'étapes
ou de parcours à des porteurs de projets qu'on soutient avant tout pour mettre en œuvre leurs projets dans les territoires. Donc, c'est pour ça que ce que je mentionnais, on a eu historiquement des choses complètement ad hoc avec en fait, au moment, alors peut-être si je rembobine, au moment de la sélection des projets, on a le même processus que la Fondation de France. Les projets qu'on va financer sont tous instruits. Instruits, ça veut dire qu'il y a une évaluation externe chez Carasso par des consultants qui sont spécialistes de l'accompagnement de projet. Et donc, ils vont regarder la solidité du projet. Et en fait, en général, à ce moment-là, émerge donc un avis sur la solidité du projet, mais également des recommandations, soit en termes de réorientation des financements, de éventuellement couper les budgets, augmenter les budgets, mais aussi des alertes sur le projet a l'air peu solide sur tel et tel et tel aspect, et des propositions d'accompagnement. Donc, à chaque fois qu'on finance des projets, comme il y a eu ce processus-là en amont, le choix est informé et éventuellement, on s'autorise à dire ce projet-là, il a l'air extrêmement intéressant. Il paraît extrêmement risqué parce qu'on voit, et notre instructrice a bien vu telle et telle et telle limite. Donc, on va leur proposer un parcours d'accompagnement un peu personnalisé où on va discuter avec eux de voir qu'est-ce qui pourrait les aider. On a mis en place depuis très longtemps aussi quelque chose qui fonctionne assez bien, qui est de travailler avec ECTI, ou des associations comme ça de mise à disposition de mécénat. Donc en l'occurrence, je crois qu'ECTI, c'est des retraités qui ont un réseau partout en France. Et donc, voilà, ça fait partie des choses où on informe les projets qu'on soutient qu'ils ont cette possibilité-là s'ils ont des besoins. Et par contre, là, s'ils font appel à ce type d'acteurs-là, nous, on ne sera pas l'intermédiaire. En fait, on va juste recevoir, après des échanges entre ce réseau et les porteurs de projets, des tests d'offres d'accompagnement. Donc, ils ont identifié que leurs besoins, c'était ça. Il se trouve qu'on a quelqu'un qui a cette expertise-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour financer? Voilà. Et comme je le mentionnais, on est dans une phase où on a essayé de rendre visible tout ça et de peut-être le structurer dans ce qu'on appelle Cartae. Parce que l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que, mais ça, c'est vraiment France, Espagne, alimentation durable, art citoyen, parce que ça touche, il y a des besoins, comme je disais, de fundraising, qui touchent tout le secteur et au-delà vraiment du sujet de la transition alimentaire. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de mutualiser des choses en faisant des parcours d'accompagnement collectif, ce qui a pu être fait par certains de mes collègues, mais en fait, dans mon cas, peut-être un peu moins. Donc voilà, donc ça, c'est la dynamique qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Nous, il n'y a pas d'accompagnement du tout obligatoire. Enfin, on est 3, on a 70 projets, 9 pays. Objectivement parlant, ce n'est pas faisable. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est quand on échange. Donc, nous, on a beaucoup d'étapes d'échange. C'est-à-dire, on nous présente un projet, on vous envoie déjà les premières bases, on fait un rendez-vous parce qu'on le trouve intéressant. On y voit les risques, on pose des questions, on compare quand même, on regarde là où il risque. Où est-ce qu'on a vu peut-être un partage de bonnes pratiques qui serait intéressant à leur partager. Là où on pense qu'on est aussi une petite valeur ajoutée, c'est quand on fait partie de leur comité de réflexion, c'est-à-dire où est-ce qu'ils peuvent aller, comment ils peuvent y aller. Alors, c'est souvent peut-être au niveau pas seulement du responsable mécénat de l'association, mais bon, ça peut être avec des dirigeants, des présidents, en disant voilà, on a fait ça depuis des années, il faut qu'on passe à ça, comment on peut sans abandonner ça. Enfin, vous voyez, il faut toujours essayer de temporiser les étapes. C'est-à-dire pour eux, je prends les banques alimentaires, on a financé pendant des années des camions. Pourtant, les camions dans la logistique du don alimentaire, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais aujourd'hui, dans le modèle qu'ils vivent eux aussi, c'est comment on peut les embarquer, les rassurer qu'on peut faire ça et ça, et puis ça et ça, et petit à petit. C'est un peu parce qu'on l'a fait peut-être avec une autre association sur un autre sujet. Donc voilà, notre accompagnant, il est plutôt là. Il est aussi de mettre en lien quand on soutient des incubateurs avec des nouveaux projets émergents, c'est-à-dire les mettre en lien aussi avec les métiers de notre entreprise, quand ça a beaucoup de liens. Un début de start-up peut avoir un lien ou changer de modèle. Enfin voilà, on peut aussi avoir ce lien avec le groupe. On essaye de plus en plus de mettre en place. On n'a pas de mécénat de compétences à proprement parler aujourd'hui chez Carrefour. Il y a beaucoup d'engagement, mais il n'y a pas ce mot de mécénat de compétences. Voilà.
on a de plus en plus d'engagement et on le voit tous les jours. Et il a toujours existé, mais on est aussi une entreprise de terrain. Donc, chacun s'engage aussi à son niveau avec une association locale à transformer les choses. Donc voilà, il y a aussi ça qui est important. Aussi, je pense que notre accompagnement, il vient aussi du fait d'être assez, non pas par appel à projet, mais fluide tout au long de l'année. C'est-à-dire, on discute tout au long de l'année. On fait des bilans trimestriels, semestriels, et puis un bilan de fin d'année. Et on voit, voilà, il n'y a pas d'objectif de résultat nécessaire. C'est juste que pourquoi vous en êtes là, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été les freins. Enfin voilà, c'est aussi, moi je crois beaucoup à l'échange et au partage de bonnes pratiques que l'on a pu voir ailleurs et les rassembler de temps en temps quand c'est les mêmes sujets, enfin voilà, quand on est sur les mêmes dimensions, les mêmes sujets. Ça a une valeur ajoutée pour eux. On le voit chez Maestro, ils ont beaucoup travaillé avec le réseau Cocagne. Enfin voilà, chacun voilà, se remettre ensemble derrière, pas grâce à nous, mais en tout cas par rapport à ce réseau. Je pense que c'est ce qui est important de faire dans notre accompagnement. J'avais une question aussi sur l'échec alimentaire qu'on avait commencé à évoquer. Oui, comment est-ce que vous regardez ça du point de vue de la fondation? C'est une nouvelle proposition, puisqu'on le sait, ça touche très durement, notamment vous l'évoquiez plus tôt, le secteur de l'aide alimentaire d'urgence, la hausse de l'inflation des prix. Aujourd'hui, il y a cette proposition de chèque alimentaire qui a été proposée non pas par le gouvernement. Quels sont les tenants aboutissants du point de vue philanthropique? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais c'est plus thématique que question. Il n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas trop non plus s'exprimer là-dessus. Il y a des travaux qui sont faits en parallèle voilà, sur cette dimension, par exemple, sécurité sociale alimentaire. Enfin voilà, il y a plein d'idées émergentes. Il y a une situation d'urgence due à l'actualité d'aujourd'hui qui fait que voilà, on est peut-être dans la situation où il faut agir tout de suite dans l'urgence. Donc peut-être que ce sera la bonne solution. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire encore pour voir quel est le meilleur système aujourd'hui là-dessus, avec toutes les parties prenantes. Enfin, voilà, je pense que c'est là aussi avec toutes les parties prenantes autour de la table, que ce soit le monde agricole, les associations, la solidarité, la santé. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est à partager, mais voilà, il y a des travaux qui existent. On les regarde nous loin. On sera forcément, non pas la fondation, mais le groupe de distribution, un des acteurs de tout ça. Mais voilà, il n'est pas sorti. Et attendons de voir le modèle qui représentera. Et on découlera. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est acquis pour un nombre d'années. Voilà, on est dans la transformation, dans la transition. Le modèle des food bonds existe depuis des années aux États-Unis. Le retour sur Exactement, tout à fait. Le système de banque alimentaire aux États-Unis, voilà, c'est aussi un autre système qui évolue. Nous, enfin, côté Fondation Carasso, alors, comme l'a dit Marie, vu qu'on ne voit pas de quoi il s'agit, c'est difficile d'avoir un positionnement. Après, je pense que on avait été interrogé par la mission des inspecteurs généraux qui ont rendu un rapport que ceux qui ont eu accès aux valeurs confidentielles ont vu, puisqu'il n'est toujours pas public. Mais dans cette expertise-là, nous, ce qu'on avait apporté comme regard, c'était d'une part, on est toujours très attentif aux avis des porteurs de projets qu'on soutient et on fait très, très confiance à nos partenaires pour alerter en tout cas sur les risques par rapport à tout type de proposition de politique publique. Et en fait, la première remarque, c'était de dire que tel que les annonces avaient été faites, le chèque alimentaire, il semblait réfléchi pour atteindre plusieurs objectifs à la fois qui ne nous paraissaient pas atteignables en même temps. Et donc, la vraie question pour le pouvoir public, c'était quel est l'objectif prioritaire? Est-ce que l'objectif prioritaire, c'est de renforcer le pouvoir d'achat des ménages? Ou est-ce que l'objectif prioritaire, c'est d'essayer de développer les filières de l'alimentation durable et de l'agriculture durable en France? Et en fait, ces deux objectifs, pour moi, ils sont pas atteignables avec un outil qui serait cet outil idéal
dont, voilà, a priori, les inspecteurs généraux montrent que c'est très compliqué à mettre en œuvre le lien entre ces deux objectifs et il faut forcément faire des compromis à certains endroits. Et donc derrière, la question, c'est quels sont les compromis que nous, il nous semble, les plus importants. On est très attaché au discours de tous nos partenaires sur la lutte contre la précarité alimentaire, qui alertent sur le fait que, en ce qui concerne l'accès économique à l'alimentation, la priorité, ça devrait être la revalorisation des minima sociaux et pas un nouveau chèque sur une nouvelle chose. Et quel que soit ce que prend la forme, on est aussi très attaché, on travaille beaucoup avec des partenaires qui travaillent sur la dignité et les conditions d'accès digne à une alimentation de qualité. Et pour nous, en tout cas moi, j'ai acquis une conviction ces dernières années avec ces partenaires-là que on ne peut pas se permettre pour ce type de public-là d'être trop prescriptif, au risque effectivement d'atteindre leur dignité. Et donc, proposer des chèques qui seraient extrêmement restrictifs en termes de modalités d'accès ou en termes de produits proposés, ça ne va pas dans le sens du droit à l'alimentation ou des valeurs qu'on défend à la Fondation. Donc voilà, encore une fois, ça dépend effectivement quel est l'objectif premier que le gouvernement souhaite donner à ces chèques. Les bons alimentaires existent aux États-Unis depuis longtemps, mais ils ne se donnent pas tous ces objectifs-là. Donc, et derrière, pour moi, il y a le gros flou derrière, c'est que la raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'investissement dans des systèmes alimentaires locaux performants. Et donc, ça remet en question d'autres politiques publiques qui sont la politique agricole commune, qui sont d'autres politiques publiques. Donc voilà, donc, ça nous emmène sur un débat plus large, mais on sera très attentif. Et voilà, comme Marie-Astrid, nous, ce qu'on recommanderait, ce qu'on souhaiterait vraiment fortement, c'est qu'il y a une nouvelle instance qui s'est créée depuis 2 ans, qui est le comité interministériel de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire, le COCOLUPA, qui réunit toutes les parties prenantes des questions de lutte contre la précarité alimentaire. Ça paraîtrait logique que ce soit l'instance dans laquelle on débat et on décide. Bientôt, c'est un espace dans lequel on espère que les personnes concernées seront impliquées. Donc, voilà, ce serait le plus logique de confier à cette instance-là l'atterrissage concret de qu'est-ce qu'on fait de cette opportunité-là. Voilà. Ça, c'est la seule, on va dire, position publique qu'on aura sur le sujet. Mais on fait confiance, là je reviens pour compléter, c'est confiance à nos partenaires associatifs. Enfin, le terrain, c'est eux, hein, c'est pas moi, Fondation, c'est eux. Donc, voilà, je pense que c'est important pour nous de les écouter, de les accompagner dans cette démarche par rapport au pouvoir public et à tout ce qui peut se réfléchir. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on finisse la séance un peu plus tôt aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup aux 2 intervenantes qui sont à mes côtés d'avoir pu éclairer par leur discours, leurs histoires croisées, les différentes manières de faire aujourd'hui, d'intervenir dans la transition alimentaire d'un point de vue philanthropique. J'espère que ce rendez-vous vous a intéressé. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on vous tient au courant pour les prochaines sessions de PSSP qui vont recommencer à partir d'octobre prochain. Normalement, c'est la dernière séance de cette année pour le cycle 2022-2023. Et on se donne rendez-vous donc, à partir de octobre prochain. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre participation.